Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche d'information de ce mercredi 16 juin 2021. Nous ouvrons ce journal avec une brève afin de faire le point sur l'indice atmosphérique de notre archipel qui va s'améliorer durant la nuit. Comme vous pouvez le voir à l'image, ceci grâce entre autres au changement climatique que nous allons vivre durant la nuit. Justement, dans la nuit de ce mercredi 16 au jeudi 17 juin, c'est-à-dire demain, les services de Météo France prévoient le passage d'une onde tropicale qui concernera l'ensemble de l'archipel. Sont attendues des averses de forte intensité, des rafales de vent et des épisodes orageux accentués par la brume de sable. Nous vous invitons à écouter les points d'information sur les différents médias. Point Covid-19. Aujourd'hui, l'Agence régionale de santé et la préfecture de Guadeloupe ont fait un point de situation. En résumé, un nouveau variant aurait été détecté sur notre territoire du nom de Delta ou variant indien. 120 cas positifs auraient été dépistés, 5 nouveaux clusters ont été déclarés, 4 nouveaux décès depuis la semaine dernière. Nous sommes dans la 3e phase d'allègement des mesures renforcées. C'est-à-dire que dès ce mercredi 16 juin, le couvre-feu s'applique désormais de 23h à 5h du matin. Et c'est à compter de ce samedi 19 juin que les rassemblements sur la voie publique seront autorisés dans la limite de 10 personnes. Les établissements recevant du public pourront également accueillir leur clientèle, mais pas au-delà de 50% de leur capacité d'accueil, c'est-à-dire en demi-jauge. Nous reviendrons sur ces nouvelles mesures, bien sûr, dans le journal de vendredi. On continue avec une commission d'enquête parlementaire qui a été déléguée par l'Assemblée nationale pour rendre compte de la situation des réseaux et des usines de traitement de l'eau en Guadeloupe. Nous en parlions depuis le début de la semaine. Pendant 2 jours, 64 personnes ont été entendues par le président de la commission, la présidente Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, et le rapporteur de la commission d'enquête, le député de la Guadeloupe, Olivier Servat. Plus de détails avec le reportage signé Michel Depape. Bien, peut-être l'important est de dire pourquoi sommes-nous arrivés là. Je crois que nous l'avons dit en substance, de 1968 jusqu'aux lois de décentralisation, la Générale des eaux avec l'État ont fonctionné assez librement. Or, les communes touchaient une surtaxe pour réparer les réseaux, sauf que cette surtaxe tombait dans le budget général des collectivités de mairie et qui ne consacraient pas cette ressource supplémentaire à réparer les réseaux, mais plutôt à gérer leur budget général dans les communes. C'est une commission d'enquête qui a été demandée par la France Insoumise, qui a donné lieu à une centaine d'heures d'audition, dont 66 personnes que nous avons auditionnées ici en Guadeloupe, qui va donner lieu à un rapport avec des recommandations au gouvernement qui sera présenté mi-juillet et après, eh bien, ma foi, un rapport de force qui se tiendra et que nous continuerons pour être sûr que ces recommandations soient vraiment suivies des faits. On a constaté qu'il y a une tension entre le SIAG et la Générale des eaux qui a conduit à remettre en cause le contrat de DSP et qui a conduit à ce que la Générale des eaux devienne prestataire, je dirais peut-être contrarié de cette remise en cause de ce contrat. Et comme le SIAG n'avait pas forcément les expertises à ce moment-là pour pouvoir organiser la gestion globale du réseau, s'en est suivi une dégradation successive du réseau. Quand on rajoute à ça un accident industriel, volontaire ou non, de facturation de la Générale des eaux en 2011 et qui s'est poursuivi pendant 2, 3, 4, 5 ans, où des hommes et des femmes guadeloupéens et guadeloupéennes n'ont pas eu droit à des factures, ils ont pris l'habitude de ne pas payer les factures et quand on leur a envoyé 10, 15 factures, ils se sont trouvés tout à fait inquiets quant à la confiance qu'ils avaient dans la gestion de l'eau. Le bilan principal de cette commission d'enquête, c'est un scandale pour notre République qui est une violation, je crois, des droits humains les plus fondamentales lorsque l'on parle de l'accès à l'eau, une violation de la dignité des personnes et aussi un scandale qui nous inquiète énormément à côté de toutes ces personnes qui ont leur droit à l'eau bafoué quotidiennement, eh bien un scandale sur l'assainissement que nous trouvons extrêmement inquiétant
et sur lequel, je crois, l'État serait bien avisé d'agir assez rapidement. Pour ajouter à ça le problème du chlordécone et des effets cocktails, vous avez quand même une situation qui est absolument explosive sur la question de l'eau, et que je crois que maintenant il est temps d'arrêter le ping-pong des responsabilités entre les uns et les autres, et que l'État doit mettre le milliard ou le milliard et demi s'il faut, ou les 2 milliards, pour faire un véritable plan d'investissement pour que nous refaisions les réseaux réellement. Notre micro-trottoir du jour, en pleine campagne électorale, de nombreuses personnalités politiques sont associées ou impliquées directement dans des affaires judiciaires. Nous avons demandé à un échantillon de la population si ces éléments influenceraient leur vote. Écoutons les réponses au micro de Stanley Manicor. Quelques jours des élections régionales et départementales, est-ce que les affaires judiciaires de certains politiciens influencent votre choix? Énormément. Mais c'est que je ne me mêle pas trop des affaires des autres. Pour être franc avec vous, en matière politique, je suis neutre. Je pense que les affaires judiciaires influencent le public d'une manière générale. Par contre, ouais, ça m'influence parce que je suis contre l'injustice. Je suis déçu, très déçu par les politiciens guadeloupéens. Depuis quelque temps, avec la volonté de l'État français, un certain nombre d'affaires politico-judiciaires sont mises sur la table. Mais c'est comme ça, que ce soit à Paris, que ce soit ici, tous les politiciens nous déçoivent. C'est choquant, c'est-à-dire, on t'a donné l'argent, c'est pour le travail. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, alors donc je ne juge pas. Ce n'est pas le fait du hasard, parce qu'on est en période électorale. C'est pas normal et en même temps ça me choque. Ça me choque pas. Vous volez l'argent, vous mettez, au vrai, vous n'avez volé l'argent, vous partez là. Vous partez là pour te voir voler l'argent. De plus en plus souvent, c'est pour cela qu'on ne fait plus confiance aux politiciens. Oui, mais bon, des fois on dramatise aussi, hein. On dramatise trop les choses, il faut savoir tout. C'est fini. Et ça me fait de la peine parce que moi je suis une personne âgée, mais je pense aux jeunes. Comment voulez-vous que les jeunes fassent confiance aux politiciens? Ce genre de problème, les Guadeloupéens pensent de plus en plus à ce problème-là. Les affaires personnelles de ces gens passent avant les affaires du pays et ils ne font rien pour aider les jeunes. Une fois qu'on est touché par ce problème-là, il faut démissionner. Donc j'appelle encore ces hommes politiques en leur disant de faire des efforts et d'oublier leur vie privée, personnelle et de faire avancer le pays. Regardez et analysez le taux d'abstention. On ne peut plus faire confiance aux politiques? Non, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de crédibilité. Lorsqu'on rentre en politique, il faut être sérieux. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, hein. On peut dire quelque chose et c'est pas ça, hein. La classe politique en ce moment en Guadeloupe, elle n'est pas sérieuse. Parlons emploi maintenant. Une matinée de job dating a été organisée ce matin pour une quarantaine d'étudiants dans un centre de formation. Les chefs d'entreprise ou leurs responsables en ressources humaines ont directement pu échanger avec ces candidats en vue d'un contrat d'apprentissage dans le commerce. Plus de détails avec le reportage signé Olivier Félix. Guadeloupe manque cruellement de commerciaux, toutes les entreprises se plaignent et rencontrent des difficultés à rencontrer des profils commerciaux. Nous avons proposé de mobiliser les entreprises qui recrutent avec des candidats qui recherchent des emplois et nous leur proposons cette formation en alternance d'une durée d'1 an. Donc une formation, un diplôme, un emploi, des employeurs qui sont là, des candidats qui cherchent et on organise ce job dating. Je viens de réussir mon diplôme d'agent de recouvrement que j'ai fait chez LB, la première session qui a été lancée au mois de novembre. Et donc le challenge, le défi de pouvoir pousser, de persévérer et de continuer dans cette voie. On n'a pas à faire le recrutement, donc on a toutes les personnes viennent à nous directement, plutôt que ce soit nous qui allons les chercher via l'intermédiaire d'annonces, etc. Ça s'est bien passé, donc j'ai pu voir plusieurs chefs d'entreprise et justement j'attends bon retour normalement. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour un jeune d'arriver, de savoir que les entreprises sont déjà là. On sait que les entreprises recherchent quelqu'un. Donc là c'est juste se vendre mettre tous ses atouts en avant. Et pour se faire repérer, mais on sait déjà, c'est pas que le travail est déjà mâché, mais il y a déjà une bonne partie qui est motivante, qui est encourageante. Très très bien, vraiment très très bien. Ce qui m'a plu, et c'est ce que je disais à Shaina qui m'a contactée, en fait ce qui m'a plu c'est qu'on avait des personnes d'horizons différents, d'âges différents et qui avaient aussi des expériences différentes. Et ça j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et des gens qui avaient des histoires différentes. Donc il y a des profils bien
sûr qui m'intéressent plus que d'autres, mais je vais regarder un petit peu ce que j'ai contacté, ce que j'ai comme CV, puis ensuite je rappellerai LB Développement pour pouvoir prendre quelqu'un. Compétence n'a pas d'âge et les employeurs sont prêts à recruter, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Tous les candidats qui veulent évoluer dans le niveau du commerce sont les bienvenus. J'ai séduit, je ne sais pas, ça s'est bien passé, j'ai eu pas mal d'échanges avec différentes entreprises et après le temps imparti est un petit peu court, mais c'était bien. Désormais tous les mercredis matins de 9h à 11h, rendez-vous au bord de mer avec votre CV et votre bonne volonté et puis votre envie de réussir dans l'univers du commerce. Dans ce contexte de pandémie, certains centres de formation proposent des formations en hygiène et propreté afin de développer les connaissances et compétences de professionnels régulièrement en contact avec le public sur le terrain. Plus de détails avec le reportage signé Maxime Morel. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme d'une formation qui a démarré depuis le 17 mars, un titre professionnel avec la compétence du CCP1, c'est-à-dire sur les techniques manuelles de propreté. Et nous sommes aujourd'hui à la remise des titres. Nous avons passé 4 mois de formation avec les candidats. Donc nous leur avons appris tout ce qui était spécifique, tout ce qui était bio-nettoyage, mais aussi tout ce qui était lavage manuel du sol. Donc effectivement, nous leur avons aussi appris tout ce qui est le savoir-être et le savoir-faire, afin que demain, justement, nous formons de vrais agents propreté et d'hygiène. Cette formation, ça m'a fait tilt. Et j'ai dit, j'appelle pour pouvoir m'inscrire et pour voir quel est le contenu de la formation, qu'est-ce qu'il y a à apprendre dedans et parce que moi, au niveau d'hygiène, je voulais en découvrir autre chose et avoir la technique qu'il faut. En fait, pour une reconversion professionnelle, en fait, oui. Parce qu'en fait, je veux être soignant et comme je n'avais aucune base dans ce domaine, donc je me suis dit que je commence par la base, la plus basique. En fait, j'ai commencé par la propriété et puis monter les échelons petit à petit. Alors, il y a beaucoup de débouchés, notamment dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et ceux qui souhaitent évoluer effectivement dans le métier, donc ils peuvent aussi être chefs d'équipe, agents en ultra-propreté et bien d'autres. Tout dépend de leur motivation. Donc, le métier d'hygiène de la propreté, ce sont des personnes qui ont pour mission de faire l'entretien des locaux et la désinfection aussi des locaux. Donc, plus qu'un métier décrié, aujourd'hui, l'hygiène et la propreté, ça va jusqu'au niveau du bac plus 5. Donc, IGA Global Institute se place en fait dans cette optique pour pouvoir valoriser ces métiers et faire que demain, cette profession progresse au niveau du territoire. Des écoliers de la commune de Sainte-Rose ont été sensibilisés aujourd'hui à la protection du littoral à l'occasion d'une sortie scolaire avec des professionnels de l'Office national des forêts. Nous les avons suivis. Image signée Maxime Morel. L'ONF a réalisé des travaux qui vont protéger des espaces autour de la végétation présente de façon à ce que celle-ci profite un petit peu plus. On va limiter l'impact du passage des véhicules, limiter l'impact du passage des baigneurs, de façon à ce que la végétation reprenne et joue tout son rôle sur la préservation du cordon littoral. Ils nous ont expliqué que l'érosion, c'était l'eau qui montait et il fallait mettre des arbres pour arrêter l'eau. Comme ça, on aurait encore un peu de sable et la Guadeloupe ne serait pas envahie d'eau. C'est un phénomène naturel, mais sur des petits territoires comme le nôtre, dans les îles de la Caraïbe, il y a surtout ces problématiques d'aménagement du territoire et les impacts qui sont liés à l'activité de l'homme. On nous a proposé de participer à cette action, donc on a décidé de faire un dessin. Alors il y a eu plusieurs dessins, mais il a fallu choisir, et donc celui qui nous a paru le plus parlant, c'était justement le dessin où on parlait de pollution, de non-pollution, des sachets, comment préserver la nature, etc. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à ça. C'est leur environnement, c'est leur futur, donc il faut qu'ils y participent. Il faut qu'ils y soient sensibilisés. Ouais, c'est très important parce que les enfants, c'est l'avenir de maintenant. C'est aussi, ils pourront aussi expliquer aussi le pourquoi lorsqu'ils verront demain quelqu'un qui fera une bêtise, ils pourront expliquer. Oui, je vais leur dire, comme ça ils vont faire attention et ils ne vont pas marcher sur les petites plantes. Depuis les récifs coralliens,
aux herbiers, à la mangrove, aux plages que nous avons ici, donc toutes les forêts du littoral et de l'arrière-plage. Il faut intervenir sur tous ces niveaux-là de façon à ce que la nature retrouve son rôle de préservation des côtes que nous avons malheureusement mis à mal. Lorsqu'on regarde bien, on voit que la nature est presque partie. Si l'ONF ne fait rien, c'est pour ça que l'ONF a fait beaucoup de choses au niveau du littoral afin d'éviter l'érosion. Parce que regarde, nous sommes près de la route, la mer est là, mais une fois, si on ne fait rien, bientôt la mer, on sera proche de la mer. Pour finir ce journal d'information, nous terminerons avec notre invité Thierry Attil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du syndicat des pêcheurs Sympa UIR CFDT, l'Union régionale interprofessionnelle de défense de la petite pêche. C'est ça. C'est bien ça. Bonsoir. Donc, nous allons parler du conflit que vous vivez en ce moment avec, j'ai envie de dire, les autorités régionales, la préfecture, puisque vous avez, pour rappeler un peu le contexte, et corrigez-moi si jamais il y a une petite erreur, vous avez donné un préavis de grève il y a près de 3 mois maintenant, sans réelle écoute. Ce n'est que depuis la semaine dernière, vendredi 12, que vous avez signé un protocole de fin de conflit avec l'ensemble des syndicats concernés en tout cas, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Et dans ce protocole de fin de conflit, signé avec le préfet, M. Rochat, d'accord, il est question d'une réduction a priori du carburant d'environ 40 centimes, entre 24 et 40 centimes selon le type de carburant. Mais a priori, il y a un problème dans le type de carburant. Il ne correspond pas à ce dont vous avez besoin, si j'ai bien compris. La nouvelle, nous avons appris pour eux que le carburant que nous utilisons, ce n'était pas le bon. C'est l'essence marine. Or, que nous savons très bien que depuis 2005, aujourd'hui, ça a été recherché qu'il y a un texte qui existait pour que nous puissions avoir ce carburant. Or que depuis 2005 à aujourd'hui, on utilisait un carburant de tout le monde tous les jours qui était coloré par un colorant. Sans que vous ne soyez au courant? Les textes étaient existants depuis 2005. Bien sûr, voilà. L'information n'est pas passée. D'accord. Et quand on regarde aujourd'hui la baisse qu'ils nous octroient, parce qu'au départ c'était 32 centimes, après ils sont passés à 40 centimes pour l'essence, et pour le gazole 24 centimes. Et jusqu'à maintenant, on déplore que cet arrêté n'est pas signé. C'est ça. Et ce gel n'est pas signé, n'est pas mis en place. Et l'échéancier jusqu'au 31 août va arriver, où on sait très bien que le baril va augmenter en septembre, va obtenir la caisse départ. Alors, pour bien redonner le contexte, dans le protocole d'accord de fin de conflit que vous avez signé, ok, la préfecture s'engage à voir avec les différents acteurs pour une baisse du carburant de 40 centimes et de 24 centimes selon le type de carburant. Il est censé y avoir un expert de la mer, enfin du ministère de la mer qui viendra. Ça, a priori, vous avez appris qu'il va venir en cette fin de semaine, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que tous ces engagements ne sont pas encore appliqués. Mais dans le protocole de fin de conflit, il y a déjà la date de fin de ces conditions-là. C'est-à-dire qu'au 31 août, la réduction ne vaudra plus, c'est ça? Il faut dire qu'ils ont mis en place, ils devraient mettre en place, comme ça a été promis, une commission de suivi qui permettrait, en fin de compte, avec ce ministre qui arrivera, le ministère qui a été envoyé, de trouver une solution pour qu'on puisse avoir, en fin de compte, un carburant rentable, pour que nos entreprises de pêche puissent être rentables. Et vous avez jusqu'au 31 août pour trouver cette solution? Mais on est un peu en retard. C'est ça. Et donc c'est pour ça que justement vous êtes sur notre plateau ce soir, pour pouvoir faire entendre à qui de droit que, a priori, le travail devrait peut-être commencer? Juste rappeler aux troupes, entre parenthèses, juste rappeler au monde de la pêche que le combat n'est pas fini et qu'on va redémarrer le plus fort que terrestre ou que maritime, et que la pression qu'on nous a fait aujourd'hui pour que la banane, pour que les 5000 voitures du voiturier et encore, plus ces 2 millions d'euros qui devaient rentrer ce samedi, parce qu'aujourd'hui on voit qu'ils se plaignent, qu'ils disent qu'ils ont perdu, ils ont dû dérouter des bateaux, mais on le savait que les bateaux c'était en Martinique ou à la Dominique, mais aujourd'hui notre intérêt à nous n'a pas été, la question n'a pas été répondue, et même si on nous promet le raid, l'armée, tout ce qu'on veut, on sait qu'on est des Guadeloupéens, on est là pour travailler, on veut juste travailler dans les bonnes conditions et on va le faire nous respecter. Oui. C'est ça, parce que quand on comprend bien, on a fait pression sur vous, en tout cas votre mouvement de grève posait problème parce que vous empêchez le secteur automobile et de la banane de fonctionner, mais que votre secteur d'activité ne fonctionne pas, ça n'a pas l'air de perturber
d'autres personnes, c'est ça? Je pense que c'est osé quand même, parce qu'on sait quand même que la banane aujourd'hui a plus de 600 ans à tuer notre génération, nos pères, et aujourd'hui que ces mêmes produits chlordéconnés qui ont ruisselé toutes ces montagnes et qui ont été dans les rivières et dans nos mers, fait en sorte qu'aujourd'hui on a beaucoup de pêcheurs aujourd'hui qui sont, ils sont morts, professionnellement parlant, et avec les petites primes qu'on leur donne. Et jusqu'à maintenant, on se moque de nous, et partout au niveau du carburant. Et je lance vraiment une information aux pompistes, que leur marge qu'ils pensent qu'ils auront et qu'ils ont perdu, ils savent très bien que dans le document qui est destiné depuis 2005, qui encadre en fin de compte le carburant pétrolier, ils savent très bien quel chapitre qu'il faut toucher pour être remboursé concernant ces produits par rapport à l'État. Si l'État aujourd'hui donne cette bénédiction pour qu'eux puissent faire du profit, nous voulons juste travailler. C'est ça. Est-ce que vous êtes accompagné correctement? Je me permets cette question, juridiquement. Est-ce que vous sentez que vous êtes appuyé, accompagné dans ce combat de respect de vos droits en tant que pêcheur? Aujourd'hui, nous sommes en intersyndical sur la question. Il y a un appui avec le comité des pêches qui est un institut scientifique et aussi qui fait des recherches, qui s'appuie aussi par l'État, par la direction de la mer, parce que nous sommes aussi une hiérarchie. Et je pense aujourd'hui que tout le monde doit se mettre à table, comme c'est prévu, pour trouver des solutions et pour qu'on ait plus à refaire ce genre de choses. Mais on sait très bien qu'en ce moment, on est en train de perdre. Là. Parce qu'aujourd'hui, les camarades pêcheurs font encore du carburant à 1,04 €. Oui. Or que normalement, on devrait déjà l'avoir à 64 centimes à la pompe. C'est ça. Alors je pense que j'entends dire que les pompistes disent qu'ils vont perdre. Mais ce n'est pas notre problème. Ça fait depuis des années qu'ils gagnent sur nous. Alors, on en sait maintenant que toutes ces marges ne devaient même pas être nous imputées, devaient être exonérées. Je ne vais pas prendre les termes scientifiques, parce que je ne suis pas pétrolier. Oui. Mais maintenant, on va dire que maintenant, les 51 millions qui sont séparés en dividendes, la SARA, qui a le monopole entre la Martinique et la Guyane, maintenant, il faut qu'ils viennent sur la table, parce que la SARA, c'est des fantômes. Hein. C'est une société anonyme, mais même en négociation, c'est par SMS qu'ils négocient. Ah oui, on ne les a pas vus en vrai. Hein. Et pourtant, M. Guy, aujourd'hui, parle à la Martinique, les pêcheurs, de calmer le système. Oui, la Guadeloupe a fait un travail pour vous. C'est archi faux. Rien n'est signé. Je le redis, rien n'est acté et signé. Et monsieur le préfet, vous m'entendez bien, je vous dis, prenez vos responsabilités. Et nous, intersyndicalement aussi, on prendra aussi nos responsabilités. Alors, la pression, elle est là. Nous sommes prêts. Et la surprise aussi, elle est là. Alors, moi, la surprise m'intéresse, mais avant cela, puisque vendredi, a priori, il y a un représentant du ministère de la Mer qui vient, est-ce que vous pensez qu'il serait bon qu'il soit de votre côté quand même? Vous avez quand même prévu quelque chose dans votre rencontre? C'est l'État qui vient, en force. C'est ça. En renfort plutôt. Et heureusement pour lui, c'est que ce qu'il a comme données, ce sont des données qui sont sur des décrets, qui sont sur des lois. Tout à fait. Nous aussi, nous avons accès à ces documents et nous allons avoir une bonne définition en littéraire française, pas en créole, mais enfin, le bon français, on va essayer de comprendre, parce qu'on sait qu'avec une virgule, on peut changer le sens d'une phrase. Tout à fait. Et on pense à gain de cause. Tant mieux si avant le 31 août, on trouve une solution à cette solution, à ce problème. C'est l'objectif de cette signature de protocole d'accord de fin de conflit. Vous savez, quand il y a des enjeux financiers, quand il y a la pression, parce qu'aujourd'hui on peut le dire, on a été présent sur le barrage, on a fait un mouvement, mais c'est les lobbies. C'est les multinationales qui ont fait pression à la SARA. C'est pas nous. On est 600 entreprises de pêche et on a été juste une partie présente. Mais je dis qu'aujourd'hui, que là, on a compris le système et les menaces, ça suffit. Et on veut juste travailler. On s'est mis réglo. On a pris les comptables, on a fait tout. On est réglo. On fonctionne correctement. Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes juste des professionnels, des chefs d'entreprise qui nourrissent nos familles, du poisson qui nourrit la population et qui veut être respecté, tout simplement. J'entends, ça me fait penser, si je peux me permettre de rappeler un propos d'un de vos collègues représentants de syndicats qui disait que les protocoles d'accord que vous signez avec l'État, c'est un peu comme un contrat de mariage, on le signe mais on ne sait pas si demain on va divorcer, c'est ça? Là, il prend sec. Ah, d'accord. Écoutez, Thierry Attil, je vous remercie. Je précise, vous êtes secrétaire général du syndicat des pêcheurs SYMPA UIR CFDT. Vous faites partie de cette intersyndicale qui défend justement les droits de ces 600 entreprises de pêcheurs, de marins pêcheurs en Guadeloupe. Et plus, puisqu'il y a la Martinique et la Guyane aussi qui est concernée par cette problématique. Nous vous suivrons dans votre démarche. Je pense que vous reviendrez sur notre plateau avant le 31 août pour savoir ce qu'il en est. Merci. Et ma foi, tout le meilleur pour la suite. Bon courage. Merci. Bonsoir, Guadeloupe. Merci.
Voilà tout pour cette tranche d'information. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie de nous suivre. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce journal sur le replay de Facebook et dès demain sur YouTube. En ce qui me concerne, je vous dis excellente soirée et à demain.